Bienvenue dans l'émission La Voix du dirigeant. Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience. Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eu à prendre. Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation. Et moi Nicolas, consultant en management. Et ensemble, nous avons cofondé Créacilla. Bonjour François. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Créacilla. Nous l'avons intitulé La Voix du dirigeant, qui a pour but en fait de révéler les secrets de la résilience des dirigeants. Et ces secrets montrent la réalité, c'est-à-dire vraiment ce qui ne va pas, le combat quotidien, les problématiques à résoudre pour un entrepreneur. Et donc pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter et présenter ton activité ? Oui. Donc tout d'abord, merci à vous pour l'invitation justement dans ce podcast. Je suis François Martinez, j'ai 44 ans. Je suis cofondateur et le directeur marketing de NextCard, qui est une carte de visite 100% digitale qu'on a lancée très récemment et qui aujourd'hui même lance sa V2. J'ai d'autres activités, notamment une boîte qui s'appelle aussi Erudiprod, qui est complètement différente, qui fait de l'objet publicitaire et du textile personnalisé. Et j'interviens justement des fois un peu en freelance sur du conseil en marketing digital, création notamment pour des tunnels de vente ou l'accompagnement sur comment bien utiliser les nouveaux réseaux sociaux et quels sont les codes avec une spécialité principalement sur YouTube. Tu dirais que tu es entrepreneur depuis combien de temps ? Alors j'ai déjà eu 3 boîtes en fait depuis 2005. J'ai déjà créé des premières sociétés depuis 2005 qui n'ont pas fonctionné. On a duré 4 ans et après la crise de 2008 nous a fait un petit peu mal. S'en est suivi une période de salariat qui était très intéressante aussi. Et là, nouvelle crise en fait avec le Covid et j'ai saisi l'opportunité en fait de me relancer en fait dans l'entrepreneuriat. Et après, en se lançant dedans, voilà, des opportunités sont arrivées, notamment avec NextCard, qui a été l'association avec 2 autres personnes. Tu vas avoir plein d'histoires à nous raconter alors ? Peut-être. On a hâte. Bon, on va commencer du coup dans le vif du sujet maintenant. Alors, peux-tu nous raconter la plus grosse difficulté que tu as rencontrée en tant que chef d'entreprise et que tu as réussi à dépasser ? Alors des difficultés, il y en a eu plusieurs, mais la plus grosse en fait qu'on a eue, je repense justement à la création de nos premières sociétés. Déjà, on a fait beaucoup d'erreurs, on était jeunes, j'avais 27 ans à l'époque. Et ça a été notamment dans le recrutement en fait des personnes. C'est-à-dire que à l'époque, on avait lancé une société en Pologne en fait basée sur du recrutement. Et la personne en qui on avait confiance en fait là-bas, on l'a recrutée et un mois plus tard, elle s'est mise en arrêt maladie pour pouvoir toucher un système d'aide en fait qu'il y avait là-bas. Donc là, ça a été un gros coup de massue. Puisque on lancer une société à l'étranger, c'est jamais simple. Et vous comptiez dessus ? Et oui, on comptait vraiment dessus. Puis elle travaillait avec nous depuis presque 6 mois, 1 an, on va dire. Donc voilà, ça a été un peu le coup de massue. Et on a réussi à trouver d'autres personnes, en fait. On a réussi à rebondir et trouver d'autres personnes pour pouvoir développer en fait cette activité, quoi. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qui a amené ce comportement-là de sa part ? C'est très difficile Déjà, je dirais, premièrement, c'est notre responsabilité, parce qu'on n'a pas assez checké en fait la personne ou pas assez bien défini en fait le poste qu'on attendait. Et quelque part, pour elle y est pour rien, parce que pour moi, je pars du principe que le dirigeant, c'est le premier responsable. Donc, à partir de là, si on a réussi à avoir un coup comme ça, c'est nous qui l'avions choisi, c'est nous qui l'avions testé. Donc on n'a pas su, en fait, je dirais plutôt, qu'est-ce que a amené ça, c'est plutôt nous, on n'a pas su identifier. Et c'est pour ça que les erreurs aussi sont principalement là, parce qu'on s'en est pas rendu compte, en fait, que cette personne-là était plutôt mal intentionnée, en fait, dès le départ. Après, il y a une différence de culture, de langue aussi, qui font que, on n'a pas les subtilités, on n'a pas vu voir les signes, en fait, qui font que c'était pas une personne de confiance. Mais voilà, c'est un apprentissage aussi. Comment vous avez réagi du coup ? Quelle est la solution qui a été trouvée ? La solution elle a été simple, c'est-à-dire que j'étais avec un associé à l'époque qui est parti directement en Pologne en fait, il est parti vivre là-bas. Et lui après on s'est séparés par la suite, mais lui a continué la société en fait en Pologne, directement.
Donc la solution, voilà, ça a été un changement de vie pour l'un, directement partir là-bas. Et ce qui a été très bien, je pense, pour la suite des opérations, enfin principalement pour lui, puisque c'est lui qui a continué la société. Sacré changement de vie. Tout à fait. Est-ce que cette expérience t'a apporté quelque chose dans tes entreprises suivantes? Qu'est-ce que tu en as retenu comme leçon? Pas sur le moment, parce que sur le moment trop jeune et pas assez de recul en fait pour comprendre en fait l'expérience qu'il y avait à en retirer, mais aujourd'hui oui. Clairement, quand j'ai relancé en fait la première activité qui est d'abord l'objet publicitaire et le textile, puisque c'était là-dessus sur lequel j'étais parti, c'est clair que toutes les erreurs que j'ai pu faire en fait en 2005, c'est-à-dire prendre des locaux, tout de suite prendre quelqu'un en salariat, tout de suite vouloir acheter un super ordinateur, des super bureaux, enfin vouloir tout de suite s'équiper énormément. Trop d'investissement tout de suite, c'est ça? Même plus que trop d'investissement, c'est-à-dire des choses complètement inutiles. Enfin, ça sert à rien d'avoir un super ordinateur pour faire du traitement de texte ou des choses. Donc déjà beaucoup moins de charges. Et après, surtout, déjà changer son état d'esprit, parce que ça, j'avais pas le bon état d'esprit, on va dire, de l'entrepreneur dès le départ, pour être capable d'être résilient, c'est-à-dire prendre la responsabilité, t'es 100% responsable de tout ce qui t'arrive. Ça, à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune, donc j'en étais pas conscient. Et surtout, en fait, ce qui m'a servi, voilà, c'est ce que j'appelle le pas de charge, quoi. Vraiment, essayer de pas perdre d'argent et surtout bien calculer tout le temps ses taux de marge, enfin vraiment faire très attention à ce qui fait le nerf de la guerre, qui est l'argent en fait dès le départ, et pas le dépenser n'importe comment sur des coups de tête ou parce qu'on a envie de montrer que voilà, il faut des beaux locaux, machin. Ça c'est surtout aujourd'hui, c'est complètement inutile. Ouais, clairement. Il y a un truc qui est marrant, tu l'as répété 2 fois, c'est prendre les responsabilités. Oui. Est-ce que tu pourrais en parler plus? Parce qu'il me semble que c'est un sujet qui est très important. À partir de... il y a qu'à peu près 4 ans en arrière, on a subi un accident de vie avec ma compagne, dont je ne m'épancherai pas, mais qui m'a fait complètement changer de paradigme en fait sur ma vision de la vie et des choses en général. Et à un moment, j'ai commencé, en gros la question c'était pourquoi certains y arrivent et pourquoi pas moi en fait. Sachant que la réussite évidemment elle est propre à chacun et en fonction de ses objectifs. Et j'ai commencé un peu à étudier ce qui fait pourquoi en fait et comment un Martin Fourcade, un Teddy Riner, un Rafael Nadal sont capables d'enchaîner en fait des succès sur des dizaines d'années, 10 fois champion du monde pour Teddy Riner, je sais plus, 14 Roland Garros et plus 21 Grand Chelem pour Rafael Nadal. Enfin, comment ces personnes-là font pour ne pas s'arrêter en fait au premier objectif, parce que la plupart du temps on se fixe des objectifs, on l'atteint et c'était fini. Et c'est comme j'ai un passé de sportif de haut niveau, c'est ce qui s'est passé en fait pour moi. Je faisais des arts martiaux, je suis allé en fait au championnat du monde, j'ai représenté la France dans une compétition internationale. J'ai fait mon meilleur podium, j'ai perdu en plus contre le champion du monde, donc je suis arrivé à mon meilleur niveau que je pouvais faire, et à partir de là, quid après? Et après, s'en est suivi un peu 2 ans de désert sportif, on va dire. Je sais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, mais comment ces personnes-là font, en fait, pour se renouveler. Se renouveler, enfin, avancer. Et à partir de là, j'ai commencé à creuser un peu le sujet de, en gros, qu'est-ce que la réussite? Et j'ai commencé à devenir un étudiant de c'est quoi la réussite. Alors pareil, hein, je mets beaucoup de guillemets là-dessus parce qu'elle est vraiment propre à chacun. Et c'est vraiment en fonction la définition ne sera pas la même l'un et l'autre. Et être 100% responsable, en fait, c'est déjà une des premières choses qui fait que tes choix ne sont plus les mêmes, en fait. Tout de suite dire c'est la faute des autres, en fait, ça ne permet pas de progresser. Alors que quand tu es 100% responsable, dès que tu fais une erreur, ouais, c'est pour ta pomme, et surtout, il faut essayer de la corriger pour plus la refaire, en fait, derrière. Et dès que tu as commencé à prendre, en fait, cet état d'esprit, la résilience dont on parlait, elle vient principalement de là. C'est-à-dire que, alors, quand on dit 100% responsable, effectivement, les conséquences sont pas les mêmes, en fonction dans quelle situation tu te trouves. Il y a un bouquin, en fait, qui parle de ça,
responsabilité absolue, je crois que c'est Joko Wilkins, qui est un sergent des Navy Seals, et qui explique, eux, quand ils prennent responsabilité, si la décision n'est pas la bonne, il y a la mort au bout. Donc la responsabilité n'est pas du tout la même. Nous, il faut revenir un peu sur quelque chose de moins grand, on va dire, là-dessus en termes de responsabilité. C'est, on fait une responsabilité, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça peut tuer la société ou pas? En fait, c'est ça le truc. Et généralement, on fait tous de toute manière des erreurs, parce qu'on est humain et que la perfection, ça n'existe pas. Et à partir de ce moment-là, quelle erreur j'ai fait? Être capable d'avoir le recul nécessaire pour dire, ok, j'ai fait cette erreur, pourquoi je l'ai faite, et comment plus jamais en fait la refaire ou éviter de la refaire. Voilà. C'est principalement en fait le cas en fait d'être ça à 100% responsable en fait dans ce sens-là. Et ce qui fait partie d'un état d'esprit de l'entrepreneur. Et quand on regarde en fait tous les grands champions en général, alors moi ça m'intéresse sportif, mais aussi tous les grands entrepreneurs, on a toujours ce même discours. C'est j'ai perdu. C'est principalement de ma faute, il a bien joué, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Mais c'est pas le temps était pas beau, la balle était pas assez, comme un peu John McEnroe qui était le spécialiste des excuses. Ma raquette n'est pas la bonne. Ma raquette est pas bonne, pas bien réglée. voilà, le ballon est pas assez gonflé, comme ça, voilà. Et tu regardes ça en fait généralement chez des gens qui ont du talent, qui sont bons mais qui arrivent pas à percer plus loin. Souvent tu retrouves en fait ce blocage de pas prendre conscience qu'en fait, tout est entièrement de ta responsabilité, quoi. Moi, ce que j'aime bien, en fait, dans le fait de prendre ses responsabilités, c'est que derrière, on a un champ d'action. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire mieux? Il y a un côté actionnable. Exactement. Alors que c'est pas ma faute. En fait, tu livres ta vie au hasard, en fait. C'est un petit peu ça, voilà. Et au petit bonheur, la chance. Ouais. Tu laisses, en fait, quand... Alors, il y a des choses qui sont... C'est là où c'est difficile d'aller très loin dans ce concept-là. C'est-à-dire que il y a des fois, on va dire, ouais, mais attendez, j'ai chopé un cancer, ou il y a la maladie, ou des choses comme ça, c'est pas de ma faute et tout. Quelque part, c'est terrible à se dire, mais il faut aller encore plus loin que ça. Si, parce que les choix, peut-être les choix alimentaires, les choix sportifs que tu as fait, t'amènent peut-être à ça. Après, il y a vraiment de l'injustice et ça existe. Mais voilà, faut être capable de se dire, si j'en suis dans cette situation-là, la plupart du temps, à 99%, c'est tous tes choix et c'est tous les choix que tu as fait. Donc c'est ta responsabilité, c'est pas quelqu'un d'autre. Et surtout, quand on se dit c'est ma responsabilité, encore une fois, ça veut dire derrière qu'on peut trouver des leviers. C'est ça. Tout à fait. Alors que quand on n'a pas de levier, on est... tout à l'heure, tu parlais de ballons ou de raquettes qui sont pas les bons. Vas-y, entraîne-toi avec un ballon qui est pas bon et entraîne-toi avec une raquette qui est pas bonne aussi. Oui, moi, je pense et derrière, comme ça, si tu as cette malchance, moi, ça me fait beaucoup penser à l'évolution sociale, entre guillemets, où il y a énormément de gens qui disent je suis pas né des bons parents, j'ai pas eu de la chance d'être dans le bon endroit géographiquement, etc. etc. C'est vrai. Et je suis pas doué pour ça. C'est vrai. Et ce sont des choses qui sont vraies, mais il y a toujours des leviers sur lesquels on a les moyens de jouer et qui permettent en fait d'avancer. Et on le voit souvent, il y a des personnes issues de milieux très difficiles qui arrivent à des super postes, à faire des super choses dans leur vie. Et donc c'est la preuve que c'est possible. Et donc en prenant ses responsabilités, en se disant ok, ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas de levier. Mes parents, je peux pas changer de parents, je peux pas changer d'éducation. Par contre, ma vie à partir d'aujourd'hui, je peux la changer si je veux. Et c'est là où en fait ça devient intéressant. Exactement. Et c'est après, pour faire le parallèle, malheureusement, il y a quand même une réalité en fait là-dedans. C'est que effectivement, on montre beaucoup. C'était aussi le sujet pourquoi on était là. On montre beaucoup de success stories, de je suis parti de rien, j'arrive très vite, tout ça. Malheureusement, il y a quand même une réalité que effectivement, si t'as pas de réseau, t'as pas de connaissances, t'as pas les bons parents, des choses comme ça, c'est pas impossible. Mais effectivement, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile que quelqu'un qui a déjà du réseau, des parents, de l'argent, quoi que ce soit. C'est clair, la société est injuste, elle l'était, elle l'est, elle le sera, mais voilà, deal with it, quoi. Fais avec. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu fais pour un peu casser ce cycle, et puis et c'est entre tes mains, et c'est tes décisions qui feront ce qui se passera plus tard. Et puis la réussite est d'autant plus belle
que lorsqu'on a pris ses responsabilités. Parce qu'on sait qu'on le doit qu'à nous-mêmes et pas au hasard la chance. Exactement. On va essayer de... Il y a quand même une part de chance. Il y a quand même une part de chance, mais dans l'idée, elle se crée, en fait. Elle se crée. Et quelque part, des opportunités, j'en ai eu, justement, pendant qu'on avait les sociétés à l'époque, et j'ai pas su les saisir. Parce que t'es pas prêt psychologiquement et t'es pas prêt à saisir l'opportunité ou voir la chance, en fait, qu'on te propose. Et c'est ça, en fait, cette notion de chance. C'est-à-dire que il y a des moments, en fait, tu te rends pas compte que c'est une opportunité et tu la laisses passer. Et il y a d'autres moments, bah, t'es prêt et tu sais que celle-là, bah, faut pas la louper parce que tu commences à savoir les identifier. Tu commences à voir aussi qu'est-ce que c'est un bon plan, qu'est-ce que c'est un mauvais plan, qu'est-ce que ça implique aussi quand tu dis oui. Voilà, c'est un peu l'idée, en fait, et aujourd'hui plutôt l'orientation vers laquelle j'essaye d'aller. Bon, c'est super intéressant tout ça. Je reviens juste toujours sur cette première question, de la difficulté dont tu as parlé, et cette notion de recrutement, qui a été un mauvais recrutement, de ce que tu dis. Tout à fait. Qu'est-ce que tu en tires sur l'aspect recrutement? Est-ce que tu as changé ta façon de recruter? Alors oui, puisque l'idée c'est pas de recruter, c'était tellement plus simple. C'est-à-dire que aujourd'hui, en plus, alors on est en 2005, hein, donc c'était il y a plus de 15 ans, 17 ans maintenant. Donc la société a tellement évolué entre-temps. Aujourd'hui, il y a énormément de freelance, en fait, des gens compétents en fait en freelance. Donc tu peux créer une équipe autour de toi de vrais spécialistes. Sans avoir le côté contrainte, je salarie des gens, je les fais en équipe. C'est pas la même énergie derrière, parce qu'effectivement, tu t'es pas en train de créer un véhicule dans lequel tu vas mettre des gens et que tu veux les emmener le plus loin possible. C'est différent, mais les risques sont plus mesurés, en fait. Et deuxièmement, donc déjà, bah, pour moi, à titre perso, dans le début des entreprises, c'est de ne pas recruter ou utiliser en fait le freelance au maximum. Parce qu'il y a des gens très compétents, justement, accessibles en termes de prix aussi, parce que si tu veux un super directeur commercial ou un super directeur de créa, ben, ça a un coût à l'année et il faut le rentabiliser. Donc on n'est pas... Aujourd'hui, je suis pas assez gros, en fait, pour l'instant, pour avoir ce genre de typologie. Et deuxièmement, c'est que le recrutement, c'est un métier. Donc soit ça s'apprend, soit ça se délègue. Voilà. Et là, sur les prochains, je sais déjà que si avec Nextcard on grossit, on a recruté, je sais déjà vers qui je vais me tourner pour dire on a du recrutement, voilà. Mais je vais pas m'amuser, moi, à faire le recrutement tout seul, parce que c'est vraiment un métier, quoi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Nous, on a dû recruter pour les alternants. Et effectivement, il y a au moins une partie, je pense, où la délégation peut être intéressante pour un gain de temps, parce que dépiler des tonnes de CV et faire une présélection et évaluer la compétence, c'est quelque chose qui peut être très très chronophage. Après, je pense qu'il y a quelque chose que le chef d'entreprise doit conserver, en tout cas dans les petites entreprises, ou en tout cas après le manager quand il y a une équipe, c'est d'évaluer qu'est-ce que tu as appris en termes de recrutement. Ouais. Au sens où comment tu gères aujourd'hui le recrutement suite à cette expérience? Donc aujourd'hui, le recrutement, en fait, il est simple, c'est-à-dire que je recrute pas. Je vais utiliser principalement la compétence chez des freelances, puisque il y a des gens très compétents en fait qui sont à ta disposition, en plus pour des tarifs abordables, en fait, notamment quand tu es une TPE ou une PME. Et si je dois recruter dans le futur, l'idée c'est de déléguer et de faire appel justement à des consultants, des cabinets spécialistes en fait dans le recrutement, parce que le recrutement c'est un métier à part entière et que c'est important en fait justement de être capable de déléguer pour arriver à trouver la personne qui vous convient, sachant que bien sûr on fait passer des entretiens nous à la fin, mais déjà que la personne on ait un bon savoir-être plus qu'un savoir-faire, puisque le savoir-faire, ça s'apprend, mais c'est savoir-être. Est-ce que la personne, elle te correspond? Est-ce que tu es dans le même état d'esprit que lui? Voilà, ça fait partie des choses que j'ai appris, en fait, et que je me resservirai aujourd'hui. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que le savoir-être s'apprenait aussi, mais à condition qu'il y ait un certain terreau, ouais. Qui est, on va plutôt dire, un état d'esprit qui est là. Et en fait, ça, c'est le plus dur à détecter. C'est-à-dire que parfois on peut avoir un savoir-être qui est un petit peu bancal mais qui va s'améliorer
si on dit les bonnes choses à la personne au bon moment. Et parfois où, en fait, quoi que tu dises, ça ne changera jamais rien. Et où c'est là où c'est difficile. Ouais, exactement. Ou c'est pas la bonne personne qui correspond à ton entreprise, tout simplement. Après, à toi de connaître tes compétences managériales, en fait, et savoir ce que tu sais aider à rectifier et ce que... Exactement. Bon, on va passer à la question suivante. Est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre en tant qu'entrepreneur? Ouais, celle-là, elle me fait rire parce qu'elle est très simple. C'est décision d'arrêter la société, hein, tout simplement, 2004-2009 exactement. Mon associé est parti en Pologne et on décide effectivement de tout clôturer en France et éventuellement de continuer l'aventure à l'étranger. Et au final, en fait, moi, j'y suis pas allé. Donc voilà, ça, c'était une des décisions les plus difficiles. Là où c'est difficile, c'est de fermer, justement, t'as recruté des gens et de leur dire, c'est fini, en fait, l'aventure s'arrête. Alors qu'elles faisaient partie du bateau depuis le début, elles se sont données à fond, mais qu'à un moment donné, voilà. C'était des décisions, c'était la plus difficile. Ouais. Le plus difficile, c'était par rapport aux personnes qui étaient là avec toi, plus que pour toi-même? C'était, ouais, tout à fait, ouais. Plus, Ouais, j'aurais pas dit. non, c'est plus difficile par rapport aux personnes, en fait. Parce qu'après, arrêter quelque chose qui marche pas pour soi, c'est pas très grave. C'est toi, donc... Mais tu as fait ton deuil et en fait, c'était voilà, quelque part. l'acceptation. Enfin, le deuil, même chose. Là, j'en parle maintenant aujourd'hui. À l'époque, je l'ai pas vécu du tout comme ça, quoi. C'était très difficile, quoi. C'était une bonne période complexe, on va dire. Et mais pareil, je reviens justement sur ces années d'apprentissage et maintenant, je prends le temps d'étudier qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé au final et qu'est-ce que j'ai appris, surtout qu'est-ce que je dois pas refaire. Surtout là-dessus, quoi. Deux questions par rapport à cette décision. C'est combien de temps elle l'a maturée? C'est-à-dire entre le moment où il y a un doute il y a quelque chose à faire et le moment où on acte la prise de décision. Première question. Et la deuxième question, c'est quel est l'impact que ça a eu concrètement, cette décision sur Moi, toi? je poserais même une question avant. Vas-y. C'est qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a fait la différence que, en fait, cette fois-là, tu as arrêté? Parce que je suis désolée, quand on est entrepreneur, on lance une nouvelle offre, elle se vend pas, on se dit « Ah purée, je suis nulle, je vais m'arrêter ». Je connais beaucoup d'entrepreneurs débutants qui se posent la question dès la première offre, dès la première semaine. Mais là, c'était pas une offre. En fait, Comment tu as su que c'était la bonne? d'arrêter? Ouais. Parce qu'on a perdu de plus gros clients. En fait, on avait plusieurs sociétés. Il y avait une société en fait de gestion d'images de sportifs de haut niveau. Notamment, je m'occupais de gérer les premiers contrats publicitaires des joueurs de rugby à l'époque. Donc on parle quand même de 2005-2006. 2006, Facebook, donc les réseaux sociaux n'existent pas, hein, c'était un MySpace à l'époque. Et on a réussi à signer les premiers contrats publicitaires pour les joueurs de rugby, ce qui n'existait pas, ce qui se faisait pas en fait. On était vraiment précurseurs en fait là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que la crise de 2008 est arrivée et tous les contrats publicitaires ont été coupés. Donc du jour au lendemain, vous avez plus de rentrée et avec quelque chose où on vous dit non mais là, la pub c'est fini quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc ça, la décision elle a été prise assez rapidement hein, parce que en fait quand ça s'est enchaîné, je crois que c'est fermé à je dirais septembre 2008, un truc comme ça, parce que la crise a eu lieu en été. À partir de septembre, on a commencé à avoir les budgets qui étaient pour l'année d'après, en fait, qui étaient coupés. Donc on n'arrêtait pas de nous dire, on appelait tous les 4 matins, alors qu'est-ce qu'on fait? Bah non, on coupe. Donc au bout d'un moment, vous voyez tous les trucs qui coupent, et à partir de... Donc on avait d'abord été pour une procédure de sauvegarde au tribunal, mais on voulait pas continuer clairement parce que c'était à perte quoi. On n'avait plus d'argent qui rentrait quoi. Il y avait plus de et t'avais beau aller chercher des contrats publicitaires, c'était pas le moment du tout quoi. C'était juste pas le moment. Donc à partir de ça, on a fallait clôturer le truc. Et après la conséquence en fait que ça a eu là-dessus, ça a été une conséquence quand même assez importante puisqu'on avait des prêts et une des erreurs aussi qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des prêts à titre perso. Donc là, devoir rembourser en fait les gens qui viennent te chercher plutôt que, même si tu es une SARL, ils viennent te chercher directement chez toi, quoi. Donc ça aussi, ça a été une erreur principale
l'emprunt au niveau des banques, enfin aujourd'hui, avant, pour monter une société, il fallait emprunter pour se lancer, machin et tout. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et au contraire, tu peux emprunter ou tu peux lever des fonds si vraiment, ouais, il y a quelque chose derrière à faire, comme on l'a fait avec Nextcard là. Mais avec Nextcard, on a fait complètement différent, c'est-à-dire qu'on a testé le marché d'abord, pendant 3, 4, 5 mois, on a eu MVP d'abord. À partir de là, on s'est rendu compte que, ouais, il y a un marché, oui, il y a quelque chose à faire, puisqu'on a eu des clients, donc des gens qui achetaient, donc le marché a validé en fait notre offre. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Oui, ok, on peut lever des fonds, mais même, on va même pas avoir une banque. On a fait une levée de fonds, une espèce de crowdfunding en fait auprès d'investisseurs sous forme de royalties. On va leur rendre effectivement leur argent, mais déjà on a 5 ans pour ça. Eux, on peut leur rendre leur argent, ils touchent des royalties en fait dessus. C'est de l'investissement en fait complètement différent. On n'est pas soumis en fait à une banque en fait derrière où quand tu as de l'argent, le banquier c'est ton meilleur ami, et puis quand il y en a plus, c'est plus du tout ton ami quoi. Mais c'est normal, c'est leur boulot. Oui, c'est la... Voilà, donc c'est intéressant. En fait, je dis c'est presque dommage parce que 2008 c'est aussi justement l'avènement de Facebook en France. Et je sais qu'il y a une entreprise, notamment française, qui est devenue finalement la principale régie publicitaire de Facebook, qui a été montée par des étudiants tout à fait. À l'époque. Et en fait, c'était pile poil à ce moment-là. Donc, exactement. Et on commençait à avoir les premiers Facebook Ads et tout qui cartonnaient à l'époque. Tu mettais, ça coûtait 3 francs 6 sous, tu vendais n'importe quel produit, tu mettais sur Facebook, pouf, t'avais des mecs, ils ont bien réussi grâce à ça, quoi. Et nous, malheureusement, ben, voilà. Le coche a été loupé à ce niveau-là. À quelques mois après, si ça se trouve. À quelques mois après, après, voilà. Après, on n'était pas... On parlait de hasard tout à l'heure, là, ça en fait partie. Hein. Ça fait partie, exactement. Ça fait partie du jeu. Et au final, c'est pas... Et donc, ma deuxième question était du coup, quelle était la conséquence de cette décision conséquence directe sur toi ou sur d'autres personnes? La conséquence directe, elle a été un peu violente pour moi, puisque j'ai quasiment tout perdu du jour au lendemain, me retrouver avec des dettes. Pareil à l'époque, séparé de la personne avec qui, je me suis quasiment retrouvé à la rue en fait du jour au lendemain. Et parce que j'ai une famille solide que voilà, je me suis pas retrouvé à la rue. Mais ouais, se retrouver avec toute ta vie dans ta voiture et te dire où je dors ce soir, tu vois. Et parce que t'as des copains, c'est cool. Mais ouais, ça je l'ai vécu et voilà, les conséquences, quoi. Ça sert à ça. Mais on est arrivé là, tu vois, j'aurais dû m'en rendre compte bien plus tôt. En fait, moi, a posteriori, il y avait des signes avant-coureurs, il y a plein de choses, en fait, que je n'ai pas écouté, que j'ai pas voulu écouter, ou que je voyais, mais que, bon... La fameuse intuition qu'on veut pas forcément suivre parce qu'on y croit quand même. Voilà, ouais, mais même des signaux où quand t'as beaucoup de gens, en fait... de pas savoir écouter en fait, s'enfermer dans des convictions ou des suppositions justement, et pas prendre le recul nécessaire en disant ouais ok là ça fait quand même la 10e ou la 15e personne qui me dit la même chose. Bon. Voilà. Mais t'as quand même relancé quelque chose derrière, donc ça ne t'a pas traumatisé. Alors là non, en fait j'ai pas relancé immédiatement. Non, pas immédiatement, mais ce que je veux dire c'est... Il m'a fallu 10 ans quand même avant de revenir dans l'entrepreneuriat. D'abord il a fallu retrouver un emploi le plus rapidement possible, et de se salarier. Parce que quand tu as des dettes, il faut les payer, quoi, tout simplement. Puis après, voilà, il y a eu pendant à peu près, ouais, c'est ça, 2009, de 2010 jusqu'à... ouais, maintenant, ouais, 10-15 ans après, ouais, du salariat principalement, avant de relancer, voilà, de se dire, bon, maintenant, les choses ont pas mal changé, l'opportunité fait que un changement de région et tout, donc voilà, relancer le truc pas dans les mêmes dispositions aussi, éviter tout de suite toutes les petites erreurs. Tu t'es pas dit plus jamais? Non, ça non. Non, parce que c'est quelque chose en fait, l'envie d'entreprendre en fait, et qui est, je pense, qui me caractérise assez. Ce qui est paradoxal, c'est que j'ai quand même, dès que je me mets un cadre bien précis, j'avance très vite, alors que l'entrepreneuriat, c'est justement pas de cadre. Mais voilà, ça fait partie aussi de mes choix d'être libre dans les décisions que je prends professionnelles, pouvoir aller à la vitesse aussi à laquelle je souhaite aller. Alors que des fois, en entreprise, tu es obligé d'être patient, ou d'attendre, ou de voir que
ça avance pas aussi vite, ou que tout simplement il y a des erreurs qui sont faites alors que tu es en train de dire mais non, mais on doit surtout pas faire ça, surtout pas faire ça, surtout pas faire ça, et on y va quand même, et ça se passe mal derrière, et tu dois rattraper les pots cassés parce que ça s'est mal passé. Donc, mais c'est plus une envie, quoi. C'est vraiment pas, entreprendre pour dire je veux quitter mon emploi ou parce que je supporte plus telle ou telle personne, c'est pas vrai. C'est pas ce qui me motive de créer des choses. C'est vraiment le côté de me dire que de toute manière c'est possible, que c'est pas si complexe que ça, que j'en suis tout à fait capable et qu'après, le temps passé, autant m'enrichir personnellement plutôt qu'enrichir quelqu'un d'autre qui m'apporte une certaine pseudo-illusion de sécurité, quoi. Alors, est-ce que tu as d'autres anecdotes similaires que tu aimerais mentionner Par rapport à... Par rapport à une problématique ou une décision difficile que tu as eu à prendre? Oui. Alors celle-là, elle est plus récente parce que ça a été cette année. Cette année, notamment dans le textile, il y a eu des gros problèmes d'approvisionnement en fait et de fournisseurs. Et j'avais un gros client en fait qui a mis un peu de temps à me valider en fait la commande. Et j'avais mon fournisseur qui était attitré avec lequel je bossais depuis le départ, qui connaît le dossier par cœur et tout, qui m'annonce à une semaine du lancement, non, je peux pas prendre. Donc il me plante en fait comme ça sur une grosse commande. Donc autant te dire que moi qui pensais passer un bon Noël, ça n'a pas du tout été le cas. Et que là, il a fallu réagir et trouver d'autres fournisseurs en fait. Alors j'en avais évidemment, mais qui n'étaient pas du tout au courant du dossier. Et donc c'est un dossier qui a été une catastrophe de but en blanc, qui au final m'a coûté de l'argent, alors qu'il faut pas perdre d'argent, c'est la règle numéro 1, quoi, surtout ne pas perdre d'argent. Et encore, je suis encore en train d'épurer aujourd'hui parce que le client met un peu de temps à payer et comme je suis pas exempt de tout reproche, c'est très compliqué de mettre la pression en disant tu dois. Et là, difficile là, très difficile là, c'est des coups de massue. Et en plus, si autre chose là. D'apprentissage, c'est surtout déléguer, mais quand même garder du contrôle et vérifier, surtout beaucoup plus vérifier en fait, parce que j'ai délégué une tâche à un freelance en fait, et qui m'a fait une erreur de calcul sur un tableau Excel qui fait que tout était faux en fait dans le truc. Donc en plus de le fournisseur qui me plante, la personne qui doit m'aider me plante complètement. C'était une première collaboration. C'est une première collaboration. Tous mes chefs. Mais tu vois, cette collaboration, je l'ai payée la personne. Alors qu'elle m'a dit t'es pas obligé de me payer la totalité. Je dis si, je vais te payer parce qu'il faut que ça me serve de leçon. Parce que c'est moi qui t'ai choisi, c'est moi qui n'ai pas vérifié ou qui n'ai pas pris le temps de vérifier. Et je me souviens très bien les erreurs. C'est-à-dire que l'erreur, elle est simple, c'est sur un dossier comme ça. Ça tombe pile au moment où là, il a l'opportunité de Nextcard en fait qui arrive en même temps, et je me retrouve à gérer trop de choses en même temps. Voilà. Plus d'autres trucs perso, voilà. Et clairement, là, l'erreur que j'ai faite, clairement, c'est de jongler avec sur un dossier comme celui-ci aussi important. J'aurais dû tout arrêter, me focaliser uniquement à faire ça tous les jours, quitte à me voyager dans la France et tout, pour vraiment gérer le dossier de A à Z. Ouais, quand tu as une problématique, il faut la traiter. Tu peux la traiter, mais là l'erreur clairement que j'ai faite, c'est d'avoir trop de choses. Enfin, deux choses qui. Oui. L'opportunité Nextcard, elle est tombée. En fait, le truc qu'il y a, c'est que ça a été une opportunité et que c'était pas du tout prévu comme ça, en fait. Ça devait arriver bien plus tard avec le temps, mais a fait que on a lancé ça super vite et on s'attendait pas surtout à avoir un tel succès dès le départ. On pensait que ça allait faire un petit truc comme ça, et en fait, beaucoup de gens, on s'est fait aspirer par le truc. Directement, donc on a dit il y a peut-être un truc à faire, quoi. Voilà. Après, il y a une notion qui est intéressante, c'est le côté aussi l'idée son client. Une relation commerciale, en fait, un lien avec un client, c'est aussi quelque chose qui se manage dans le sens où le client il fait pas comme il a envie, quand il a envie. Je suis d'accord, en plus, ce qui est vrai, parce qu'en plus... tu m'appelles pas pour une commande pour que je te la livre le lendemain, enfin... Ouais, non mais alors attention, ça c'est pas la... Enfin, le client, il était prévenu, c'était acté, et en fait, pareil, l'erreur que j'ai fait, pas encore... j'aurais pu discuter avec lui, c'est-à-dire
moi, je m'étais mis dans ma tête de livrer tout de suite en décembre. Or, dans la réalité, j'avais trouvé, ça aurait pu être beaucoup plus simple en disant, bah, je te livre en janvier, ce qui était la réalité et ce que tout le monde aurait dû faire, en fait, dès le départ. Et ça se serait très bien passé. Ils auraient attendu un petit peu et ils savaient, enfin, de toute manière, tout le monde était à la même enseigne. Il y avait rupture des stocks de partout, donc, et j'ai voulu forcer un peu le destin là-dessus. Et clairement, ouais, et après, en plus, parce que ça me fait penser, c'est que dans les tableaux que le client m'a envoyés, il y avait des erreurs aussi. Donc, en gros, mais c'est toujours la règle, c'est-à-dire quand un dossier commence à partir en travers, Faut se poser, il respirer y a tout et qui s'accumule. En reprendre fait, de zéro. c'est souvent comme ça. C'est de toute Ouais. manière, le dossier est complexe dès le départ, et ben ça va s'accumuler, il va y avoir un enchaînement de complexité derrière, et si on se pose pas à un moment pour tout reprendre de A à Z, ce que j'ai dû faire à un moment là, tellement c'était le truc, j'ai tout reposé pendant une semaine, j'ai fait que ça pour remettre un peu les clous, et après voilà, on a pu livrer, je dirais, on a livré à 97-98% de la marchandise. Bon, il y a eu des manques, mais j'ai pu finir le dossier à peu près correctement par la suite. Et avec ça, bah, le client m'a quand même interrogé sur la deuxième saison, quoi. Donc j'ai pas non plus perdu totalement le client. Je l'ai pas eu pour l'été, mais il y avait d'autres raisons. Donc, Il a dû voir qu'il y avait un effort Par et contre- une bonne volonté. Par quand contre, j'ai même. communiqué, j'étais très transparent. Ça, c'est quelque chose aussi, voilà, prendre ses responsabilités, c'est pas de cacher les choses aux clients, c'est de dire, bon ben voilà, là j'ai fait ça, voilà ce qui s'est passé, il y a telle erreur, bim, il y avait en plus des montées de Covid, donc dans les ateliers, bim, les gars étaient Covidés, l'atelier ferme pendant 15 jours, donc ça décale encore, enfin bref, c'était... mais ça, le client, c'est pas son problème, c'est ton problème. Donc ça, c'est à toi de le gérer, mais tu dois l'expliquer aussi, qu'il soit au courant, en fait, de dire, bah voilà la réalité. Donc j'aurais beau, moi, prendre mes petites mains et aller faire les dispatchs ou faire moi-même les trucs, je pourrais pas avancer plus vite que si l'atelier est fermé parce qu'il y a du Covid, il est fermé parce qu'il y a du Covid, point. Et c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà, beaucoup échanger avec le client, être le plus transparent possible, le plus honnête possible, hein, parce que ça évite aussi, ça évite après les confrontations, et puis après, bon, voilà, on est en train de finir ça, et par contre, ouais. Ça, c'est le problème aussi d'être un intermédiaire, d'avoir des clients d'un côté, des fournisseurs de l'autre, et de pas avoir d'indépendance par rapport à ça. Forcément, derrière, on est dépendant de l'un et de l'autre. Mais tu seras toujours dépendant de toute manière de quelqu'un. Bon, Bien si sûr. tu veux grossir, t'es obligé. C'est ça. Donc là, ouais, on fait... c'était... Mais gros, enfin, pareil, encore là, ce que je retiens, c'est gros apprentissage. C'est, voilà, déjà, focalise-toi, mets bien les priorités là où elles sont, délègue correctement et vérifie surtout derrière s'il n'y a pas d'erreur. Et puis surtout, quand les délais sont impossibles à tenir, il vaut mieux pas prendre la commande, tout simplement, ou dire non, c'est pas possible, quoi. Proposer des délais plus longs, quitte à faire une bonne surprise en livrant plus tôt. Exactement. C'est ce que j'essaie, enfin, c'est ce que je fais. Généralement, je prends des délais normaux, et comme je sais que mes fournisseurs sont assez rapides, souvent, ça arrive. Mais en fait, faut toujours prendre, même maintenant, quasiment une semaine de délai, parce qu'avec les transports, en plus, enfin, tout ce qui s'est passé sur le transport, voilà, faut en prendre. Moi, je suis toujours contente quand j'ai un colis qui me dit j'arrive dans une semaine et en fait 3 jours plus tard il est dans ma boîte. Voilà. C'est vraiment. Et puis aussi, diversifier les fournisseurs, ne pas se reposer sur un seul fournisseur. Exactement. C'est ça, avoir un seul. Mais sur des dossiers comme ça, où c'était tellement technique et gros, en fait, que la personne l'a déjà fait. En fait, c'est surtout ça. C'est comme c'est un énorme dossier avec plus de 50 livraisons dans des points différents, des dispatchs, plein de choses différentes, en fait. Oui, il y avait une confiance, il y avait quelque chose qui... Il connaît, en fait, le dossier. Ouais. Et quand il connaît le dossier, t'es obligé de t'adapter. Enfin, il y a des choses, ça peut pas être tout carré comme ça. Tu peux le faire dès le départ, mais voilà. On verra pour les prochaines, mais ouais, c'était un bon apprentissage, ça aussi. C'est pas par la suite, quoi. C'est une belle bagarre, en tout cas. C'est chouette. Dommage que ça tombe sur la période de Noël, parce que là... Et voilà, on a fait des choix. Bon, alors quel est le secret de ta résilience ? Alors, on en a un peu parlé avant, hein. C'est déjà, premièrement, c'est le changement d'état d'esprit. Après, c'est quelque chose, sans m'en rendre compte, que je travaille depuis plusieurs années de par les sports de combat, puisque j'en fais depuis un peu plus de 20 ans maintenant déjà.
Maintenant, un peu plus maintenant, 44, ouais, ça fait j'ai attaqué à 21, donc ouais, 23 ans, en fait, avec quelques petits passages, des hauts, des bas, on va dire, dans la pratique sportive, mais donc déjà, rien que les arts martiaux t'apprennent beaucoup la résilience, parce que t'apprends que t'es un éternel débutant, qu'il y a toujours des choses à découvrir, et que la perfection, voilà, ça n'existe pas. Le fait aussi d'avoir changé d'état d'esprit, en fait, d'être vraiment prendre conscience, voilà, de la responsabilité, que tout vient de toi et que c'est voilà, ok, t'as pris comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ça se passe pas sur le lancement de Nextcard, tout n'est pas parfait comme on aimerait que ce soit, donc voilà, être capable de switcher très rapidement, ok, il y a un problème, quelle solution, ok, il y a un problème, il y a ça, qu'est-ce qu'on met en place derrière, comment on peut rattraper le truc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Voilà, c'est ça qui fait qu'on peut avoir une résilience et quelque part, autre chose, en fait, c'est d'avoir... c'est pas des objectifs, en fait. Tu te rends compte que se fixer des objectifs, c'est bien, mais c'est des points de passage, en fait. Ce qui est important, en fait, c'est vraiment le chemin que tu es en train de parcourir et être capable de se retourner en disant bah tiens, j'étais là. Et en gros, plus que ce que disait ce que disent tous les sportifs d'ailleurs qui performent comme ça longtemps, en fait, il faut plus aimer l'entraînement. Il faut vraiment être un passionné de l'entraînement, d'aimer ça, là, de cette routine, tout ça, plus que le résultat et la compétition en elle-même. Bien sûr que tu aimes la compétition, bien sûr que tu aimes gagner, mais le résultat où on voit il a atteint ses objectifs, en fait, c'est juste une conséquence améliorer la pratique de tout ce qu'on voit, même plus qu'améliorer. C'est-à-dire, c'est vraiment être capable de garder sa routine, la régularité, faire ce que les autres font pas, être capable de s'entraîner quand les autres s'entraînent pas, faire plus que les autres, hein, tout simplement, et d'aimer ça. En fait, c'est ce qui fait toute la différence en fait entre quelqu'un qui avec du talent et qui va réussir, ou quelqu'un qui a un peu moins de talent mais qui est un gros bosseur et qui va pouvoir sur le moyen long terme être beaucoup plus performant que quelqu'un qui a du talent et qui aura jamais rien fait. C'est clair. On le voit, il y a un reportage qui est génial, c'est le reportage sur Orelsan, en fait, ne montre jamais ça à personne, sur son frère qui a filmé la vie en fait d'Orelsan. Donc tu vois Orelsan en tant que rappeur et il y a Gringe qui est son compatriote en fait, qui est un autre rappeur qui lui est extrêmement talentueux, mais il le dit, c'est un feignant en fait, il aime pas ça, il se lève pas et tout, alors que Orelsan, c'est un mec qui a peut-être moins de talent au début, mais qui fait, et puis qui est Orelsan aujourd'hui en fait. Et on voit Orelsan aujourd'hui, on dit tout ça, ah ouais, machin, il est arrivé là, non, mais ça fait 15 ans en fait tous les jours il écrit, il fait choses, en fait. Ça me fait penser en fait à un article que j'avais lu, une interview avec un auteur, je sais plus dire le nom, et le journaliste lui demandait quel est le secret de votre créativité. Et le journaliste, l'auteur en fait répondait, moi j'ai rendez-vous avec ma créativité tous les matins à 9h à mon bureau. C'est ça. Voilà, tous les matins devant le papier, il faut y aller. S'il y a des livres en fait que je conseille, moi c'est l'effet cumulé de Darren Hardy on comprend que c'est pas des gros changements, enfin c'est pas les bonnes résolutions du nouvel an, ou même c'est pas des changements en fait de fou que vous faites dans votre vie qui font que 1 ou 2 ans plus tard, quand on se retourne, en fait les directions ont été prises. C'est vraiment des petites choses, mais vraiment des petites choses, qui font que 3 ans plus tard on se retourne et puis alors même chose, hein, tout est en fonction de l'exigence que vous avez de vous-même et de votre réussite, hein, mais il y en a, ils auront réussi comme ils veulent, ils sont très bien. Peut-être que vous serez un petit peu plus loin ou un petit peu en dessous, tout dépend en fait de ça, mais par contre, ça vous permet d'éviter de vous plaindre en fait et de se retourner, d'avoir enfin ça c'est à titre perso, mais vraiment voilà, on se plaint pas et on n'a pas de regrets surtout, parce qu'on a essayé quoi. En fait, tu parlais tout à l'heure de prédisposition avec Gringe et de travail avec Orelsan. Quand il y a les deux ensemble, c'est parfait. Hein. C'était Teddy Riner, par exemple. Hein. Lui, il a des prédispositions. Ouais. Voilà. Et encore, Teddy Riner, c'est un énorme bourreau de travail, mais sur la diététique... Ouais, il est capable quand même, pour se préparer pour des JO, pendant 9 mois, être à fond et se remettre en question. Alors peut-être qu'il relâche après,
Mais voilà. Et après, tu as la question de routine, tu l'as abordée. Effectivement, il y a la routine qui est la routine d'entraînement, qui fait qu'on progresse par micro-bout, par millimètre, et qui fait que... 1% meilleur tous les jours. C'est ça. Et un sportif, en fait, il va y avoir une notion de préparation mentale. Et je sais qu'une des techniques de la préparation mentale, pour certains gestes particuliers, est d'inscrire une routine qui ressemble parfois même à des tocs. Et on le voit avec Nadal, à chaque fois qu'il va servir, il fait exactement les mêmes mouvements. Quand on regarde Wilkinson, quand il tapait au pied... Plus récemment, tu regardes Urda Pileta à Castres, quand il va taper une pénalité, qu'il a plein de... Et tout ça, c'est construit par le préparateur mental, parce que c'est ça qui va le conditionner à être dans la bonne mentalité pour faire ce geste. Le bon état d'esprit, ouais. Dans les conditions optimales pour réaliser le geste, quand on est dans le sportif. Donc oui, la préparation mentale, ça sert à ça. Elle se fait beaucoup par la visualisation, par les routines, en fait. Bah, ça, j'en ai fait beaucoup, en fait. Avec les arts martiaux, ouais. En préparation des combats, en fait. Et pour casser des briques aussi, non? Non, ça, c'est complètement différent. Oui, tu peux casser les pierres, mais en fait, on doit péter une pierre. D'ailleurs, je l'ai fait quand tu passes ta ceinture noire, en fait. Tu dois casser un galet à main nue. Et en fait... c'est plus mental que technique. J'en ai jamais cassé. C'est vraiment de la visualisation, c'est ce que je veux dire. Non, il n'y a même pas ça en fait. Ça, c'est même pas ça. La visualisation, elle passe plutôt pour le combat et la compétition. D'accord. C'est-à-dire vraiment, tu réfléchis à comment tu vas rentrer sur le tatami, ta respiration, ton rythme cardiaque, comment tu regardes ton adversaire, les premiers mouvements que tu vas faire, les premiers coups que tu vas donner. Comment tu vas bouger, tout ça, tu essaies de le visualiser, tu visualises la fin, quand tu gagnes, tu vas jusqu'au bout, tu ressors, enfin voilà. C'est ça la visualisation, en fait, pour être préparé, pour arriver en fait à l'instant T, être le plus relâché possible et être dans les meilleures conditions physiques et mentales pour pouvoir aborder le combat des meilleures façons possibles. Mais ça se passe jamais, après voilà, tu te mets toutes les chances de ton côté pour que... Et après, il y a la réalité de ce qui se passe, quoi. Mais généralement, il n'y a pas trop de secret. Quand tu t'entraînes très fort et tu as beaucoup préparé ça, comme par hasard, il y a très grande chance que ça se passe très probablement, de la même manière que ça s'est passé à l'entraînement, quoi. Par contre, c'est pas s'entraîner une fois par semaine, ça demande... à l'époque, je m'entraînais tous les jours à 3-4 heures minimum par jour en fonction des choses. Mais c'est ça, en fait. Et encore, il y a des gens, c'est leur métier. Là, moi, je travaillais à côté, donc complètement différemment. Il y a des gens, ils s'entraînent 7-8 heures par jour, ils font que ça. Et c'est leur métier. Moi, je considère de toute façon que un chef d'entreprise, d'une certaine manière, est un sportif de haut niveau. Je le prends comme ça aussi. En termes, en tout cas, de mental et d'état d'esprit. On peut parler d'alimentation et plein de choses. J'imagine que ça aide aussi, ça influe. C'est primordial. Mais... Et puis, il y a des chefs d'entreprise qui sont plus des sportifs du dimanche, mais qui vont quand même y arriver. Donc c'est, en fait, pour moi, pourquoi je fais le parallèle, c'est que je pense que, en tout cas, pour l'état d'esprit, la notion de combativité, la notion d'entraînement, et surtout de jamais baisser les bras et de toujours essayer de se relever et d'aller plus loin. C'est là-dessus où pour moi, il y a un vrai parallèle, en fait. C'est primordial parce que c'est surtout une question d'état d'esprit. Après, ça c'est ma vision en fait de l'entrepreneuriat, que l'entrepreneuriat c'est une compétition de haut niveau. Faut pas se leurrer. On est en compétition face à des personnes qui sont certainement beaucoup plus brillantes que moi, qui ont beaucoup mieux réussi, qui n'ont pas les mêmes avantages en fait là-dessus. Et donc on est continuellement en compétition en fait avec ces personnes-là. Mais du moment où tu les prends pas comme des concurrents, c'est-à-dire tu fais ton truc, je les considère pas forcément comme de la concurrence. Oui, la concurrence, elle existe, mais je suis pas en mode on combat contre eux, en fait. Parce que si tu commences à regarder tes concurrents être en combat contre eux, ça veut dire que tu es dans un monde fini. Or, dans la réalité, le marché est tellement grand, en fait, que focalise-toi à être toi le meilleur possible, plutôt que meilleur que quelqu'un d'autre. Déjà, essaye-toi d'être le meilleur, à donner le meilleur service, d'être le meilleur en fait possible. Et quelque part, la concurrence, elle se fera naturellement en fait la concurrence. Donc l'exigence, elle est plutôt envers moi-même et envers les services que j'essaye de rendre, plutôt que envers
un concurrent ou des confrères que j'ai identifiés et on se tire la bourre sur des trucs et tout. Au contraire, j'ai plus tendance à discuter avec mes confrères et on s'échange les bonnes pratiques plutôt que dire pas parler et puis se mettre dans mon coin tout seul. C'est pas tellement mon état d'esprit. C'est plutôt voilà. Oui, c'est une compétition, mais c'est une compétition face à soi-même et être capable d'avoir le plus d'autodiscipline possible. Ce qui est loin d'être... C'est plus dur, en fait. Ça, c'est vraiment le plus dur de tout, d'être capable de garder ses routines le plus possible. Et après, essayer de garder un état émotionnel le plus constant possible. Et ça, c'est genre le truc le plus difficile à faire. Mais bon, si déjà on en est conscient, c'est pas si mal, on va dire, de ce côté-là. Et du coup, c'est quoi ta routine? J'ai une routine matinale, généralement qui est assez... alors, hein, si, comme disait Tim Ferriss, j'ai en gros 5 blocs, et si j'arrive à en faire 2, c'est bien. Voilà. Donc le truc, c'est respirer. En fait, je fais les techniques Wim Hof, donc de respiration. Dès que je me réveille, en fait, je respire. Après, j'ai le réveil de ma fille, donc je sais que je m'occupe de ma fille. À partir d'une fois que ma fille est prête, je la confie enfin, c'est ma compagne qui prend le relais. À partir de là, une douche froide. Froide. En fonction de commenter, si t'es un peu malade et tout, machin, mais au moins ou douche chaude et à la fin toujours finir par une douche froide. Un peu d'exercice physique et café ou thé et on se met sur les tâches que j'ai à faire à la fin de la journée. Voilà. Ça c'est le truc idéal. C'est le truc idéal. Si j'arrive dans la réalité. La douche froide, ça, j'essaie de le faire le plus. Si t'es pas. Enfin, après, quand t'es malade, quand t'es pas bien, si t'es blessé, quand t'es machin. Puis il y a des fois, c'est tellement violent que psychologiquement t'y es pas. Donc, c'est la réalité, voilà ce qu'on dirait sur le papier. Sur je fais ça tous les jours. Non, c'est pas vrai. Par contre, si j'arrive à le faire 80% de l'année, c'est bien. Voilà. C'est ça la réalité, en fait. C'est-à-dire. Et je pense que je le fais plus de 90% du temps, en fait, sans s'en rendre compte. Mais pas se mettre de pression sur des choses qui sont habituelles. Donc respirer, ouais, si j'arrive à le faire, ouais, entre 80, ouais, 70-80% du temps. Ce qui me sert un peu de méditation, parce que j'arrive pas à méditer. Tout le monde le dit, c'est super, il faut faire ça, mais j'arrive pas. Je le fais autrement. Et après, voilà, surtout un peu de sport, en fait, tout le temps. Et si j'arrive déjà à faire ces trucs-là, bien. Tu continues les arts martiaux? Tout seul, ouais. J'ai pas repris dans un club, parce qu'après, pareil, j'avais essayé, ayant déménagé, j'ai pas retrouvé un truc qui me convenait, puis avec le Covid, ça s'est arrêté. Donc après, à partir d'un certain niveau, de toute manière, ta pratique, elle est un peu toute seule sur... C'est quoi? C'est les étirements, les positions, non, des choses comme ça? Tu répètes des enchaînements, tu travailles tes techniques de respiration. Après, tu commences à travailler ce qu'on appelle l'énergie. En fait, t'es plus focalisé sur, sur les transferts de poids, sur plus que les techniques en elles-mêmes, on va dire. C'est comme ça reste un art martial. Je suis moins dans la recherche de combat pur et dur, mais plutôt d'efficacité sur. C'est une forme de yoga finalement. Alors j'y connais rien, peut-être que je dis des bêtises. On va dire rendre un peu moins souple, mais oui, quelque part, c'est une recherche, hein, c'est un peu dans. C'est une recherche dans cette idée-là, en fait. Merci pour tous tes partages. Alors, si tu es d'accord, on va à présent te poser quelques questions auxquelles tu devras répondre du tac au tac. N'hésite pas à argumenter si tu veux. Donc, première question. Recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe. Effectivement, la réponse a été donnée. Ouais. Formation ou auto-formation? Les deux, mon capitaine. Il y a de l'auto-formation, YouTube, hein, on peut trouver tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, c'est bien d'avoir quelqu'un qui est expert en fait dedans pour pouvoir aller plus vite. Comme un entraîneur, en fait, vous pouvez très bien vous entraîner tout seul, mais à un moment donné, avoir un coach ou quelqu'un de spécialiste qui va te former, qui va tout de suite te donner les subtilités. Parce que tu peux lire ou tu peux voir quelque chose sur la formation. Quand on parlait d'être 100% responsable, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire être 1% meilleur chaque jour? Mais ok, super, mais ça veut dire quoi vraiment? Voilà. Donc les deux, auto-formation et formation. Ok. Réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme BNI? Pour l'instant, moi, ça a été la LCAB, plus un peu protéine, donc un peu plus structuré, pas BNI.
bien que BNI est extrêmement performant, ça dépend ce qu'on recherche, en fait. Moi, aujourd'hui, c'est plutôt à la cool parce que j'ai pas le besoin, en fait, immédiat d'un BNI. Mais BNI, je sais, est très performant et très intéressant parce que très structuré et très business aussi. On peut être sympa parce que j'ai été invité à certains, donc intéressant, très intéressant aussi. Donc c'est quoi que tu cherches actuellement, Pour que tu l'instant, trouves dans le... plutôt à la cool parce que c'est les gens, c'est le partage d'expériences, des échanges en fait, plus des échanges humains en fait, de problématiques qu'on peut avoir et puis d'échanger là-dessus, des visions différentes, quoi. Alors, le téléphone ou l'email, ami ou ennemi? Ami, enfin le téléphone, c'est un peu la base de la base de la base pour avoir des clients, donc et puis l'email par la suite, mais non, c'est ton ami, hein, pas du tout un ennemi, quoi. Alors, tu nous as un peu répondu, mais journée type ou chaos organisé? L'idéal serait une journée type, évidemment, sauf que dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Il y a toujours du chaos et des incertitudes qui arrivent. Donc, généralement, j'ai réussi à avoir un truc où le matin ultra structuré, où je maîtrise en fait mon temps de A à Z, et l'après-midi, je laisse le temps justement pour un peu plus d'imprévus et de hasard, quoi. Voilà. Alors, lecture, vidéo ou podcast? Énormément livres audio. Alors des podcasts, oui, mais surtout des livres audio énormément audibles. Ça, c'était une grosse découverte depuis que je suis abonné à Audible. Ouais. Faut que j'essaye. J'ai pas essayé non plus. Moi, je lis. Mais livres aussi de temps en temps, mais vraiment livres audio, parce que tous les trajets en voiture, en fait, je les compense avec ça. Voilà. J'ai plus de zones, toutes les zones grises que je peux avoir, je les compense avec ça. C'est génial, c'est un gain de temps pas possible. Parce que c'est vrai que lire un livre, il faut être... quand on conduit, ça devient dangereux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc effectivement, quelqu'un qui nous le raconte, c'est mieux. Sport ou art? Les deux. Pareil. Les deux. Sport parce que ça fait partie de mon ADN depuis ça, et art parce que aussi je fais beaucoup de musique sur les réseaux sociaux, donc les deux, ça fait partie de moi, ça. Donc, ton entourage, tes amis, est-ce qu'ils ont changé depuis que tu es entrepreneur? Oui, parce que c'est... Alors premièrement, je dirais oui, tout simplement parce qu'on a déménagé, donc comme ça c'est tellement... Voilà. c'est tellement différent, donc oui, et après, je fais très attention à mon entourage. Ça, c'est quelque chose, effectivement, je fais très, très, très attention à mon entourage. C'est-à-dire que clairement, en fait, je vais être ouvert et attentif, mais dès que je vais avoir des signes de quelqu'un qui est très négatif, qui se plaint beaucoup, qui tire beaucoup vers le bas, clairement, je vais pas aller me coller à cette personne, quoi. Je vais plutôt aller rechercher des personnes qui vont m'apprendre, en fait, et qui vont m'apporter quelque chose, quoi. En gros, je sais plus, je crois que c'était Grant Cardone qui disait, si vous êtes le mec le plus intelligent dans la pièce, faut changer de pièce, quoi. Voilà. Ah, sympa. Est-ce que tu es adepte du principe de dire que tu es la somme des 5 personnes les plus proches? Oui, ouais. La moyenne. clairement. La moyenne, pardon. La moyenne des 5 personnes, ouais, clairement. Et ça s'est vérifié, ouais. Clairement. Et Donc ça, c'est pour ça que d'où le choix. D'où le choix, ouais. Je fais vraiment attention, et je fais attention au temps que je donne aux personnes à qui j'ai envie de donner du temps, en fait. Merci de nous accorder du temps. Mais avec plaisir, justement. Et la dernière question, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance? Le mindset. Forme-toi sur l'état d'esprit. C'est la première chose, parce que, comme dans le combat, c'est 80% de mental et 20% de technique. Donc On fait des arts martiaux. Donc voilà, par exemple. Non, mais se former déjà, se préparer à est-ce que tu es prêt justement à de passer de salarié, c'est bien, mais salarié à responsabilité, et je le vois, hein, des gens qui ont eu des postes, notamment ici, je le vois beaucoup chez Airbus, la plupart du temps, qui avaient des postes à responsabilité, donc des gens très compétents, très intelligents, certainement beaucoup plus brillants que moi, mais par contre, qui ont encore un réflexe de salarié. Et ça, c'est pas possible. En fait, malheureusement, ils vont tout de suite aller au-devant de déconvenus très vite, parce que c'est pas moi le responsable, ou non, c'est pas mon job. Si, là aujourd'hui, tout est ton job, quoi. Donc
C'est vraiment le premier conseil pour un entrepreneur ou un jeune entrepreneur, c'est ce que je dis toujours, c'est formez-vous à l'état d'esprit, quoi. Préparez-vous à l'état d'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire voilà, la responsabilité absolue, d'arrêter de se plaindre, trouver des solutions, d'être tout de suite en mode solution et d'être le plus résilient possible parce que tu vas avoir des échecs, c'est à 100% sûr. Ça, par contre, on parlait des suppositions, des certitudes. Des certitudes, c'est oui, il va se passer des trucs pas cool. Donc, si t'es pas prêt ou si le moindre truc prend des proportions émotionnelles énormes, en fait, comme l'exemple de tout à l'heure, si je mets des proportions émotionnelles là-dessus, à me mettre au fond du seau parce que j'ai fait une erreur, bon, et que je fais plus rien de la journée, non. Ça a intérêt de... Ok, tu vas être en bas, c'est vrai, faut pas le nier, tu vas être au fond du seau, tu vois le truc, t'encaisses, mais faut essayer que ça dure le moins de temps possible. C'est-à-dire qu'en gros, au bout d'une demi-heure, faut que tu sois quand même à trouver des solutions. Voir si dans les 10 minutes qui suivent, et la capacité des grands entrepreneurs que j'ai pu voir, c'est que ce temps-là, il réduit, ils prennent un coup monstrueux dans les dents. On est tous humains, donc tout le monde accuse le coup. Ça, c'est pas vrai que le mec il dit oh non, moi rien, tranquille. Non, ça c'est pas vrai. Tout le monde accuse le coup. Mais ce que j'ai pu voir, c'est la capacité à réagir et à avoir tout de suite la bonne solution ou le bon réflexe dans les minutes qui suivent ou quelle va être ta réaction, quoi. C'est la courbe du deuil qui est complètement différente. Qui est très rapide et genre bon ok, il s'est passé ça. C'est fait, c'est pas grave, c'est quoi le futur, c'est quoi les conséquences, qu'est-ce qu'on fait tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, on identifie les problématiques et qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger le truc le plus rapidement possible, quoi. Après ça vient aussi d'être bien entouré. Parce que parfois, quand on s'est pris un choc dans les dents, c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre à qui, allô, machin entrepreneur comme moi, je viens de me prendre ça. D'où l'entourage. Voilà. Ouais, mais quelque part, tu vois, si t'oublies, alors ça va être terrible, hein, le prend pas mal, mais si t'es obligé d'appeler quelqu'un pour te plaindre, il m'est arrivé ça. Non, pas pour se plaindre, mais pour brainstormer, pour... Par contre, oui, voilà, c'est... Pour se sentir moins seul. Ça, exactement. Ça c'est ce que je vois avec mes associés. Sur l'échelon, c'est un peu... Complètement, c'est ce que je vois. C'est-à-dire, tu prends le coup, t'appelles, tu dis, bon, voilà, les gars, il y a telle problématique. Exactement. Ok, bon, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait? Et là, tac, les mecs arrivent avec des solutions. Ça, oui, et c'est pour ça que les 5 personnes qui t'entourent sont primordiales. Parce que c'est à ce moment, c'est pas quand tout est beau, tout est rose, que t'es le plus fort, que c'est facile, les contrats tombent et tout, c'est super. Là, oui, c'est facile, tout le développement personnel qu'on peut entendre, tous les techniques, tout le mindset. Là, oui, c'est facile, mais évidemment, t'es le meilleur, c'est facile. Non, c'est quand comme je dis, quand t'es dans les cordes en train de te faire asmater par un mec qui fait 2 fois ton poids, qu'est-ce que tu fais? C'est rigolo ce que tu disais par rapport au mindset, justement, c'est que pour l'anecdote, la plupart des salariés qui ont décidé de devenir entrepreneurs que je connais et que j'ai interrogés m'ont tous dit qu'au début, ils se sont rendus compte du manque de N+1. Qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était eux le chef. Avec plus 12 ou et ils pouvaient plus se reposer sur cette soupape au-dessus. Si tout va bien, c'est lui qui prendra la décision, ou là, c'est lui qui... Machin. Non. On prend la responsabilité ça, du risque, en fait. C'est la première réalité, vraiment, d'un salarié qui se retrouve entrepreneur, c'est ça. Et c'est ce que je vois surtout dans les grosses boîtes, en fait. Les gens qui sortent des grosses boîtes, pour pas les nommer Airbus, où c'est vraiment un cocon hyper pointu, hyper exigeant, en fait, dans le boulot, dans la délivrabilité, en fait, des actions à faire, où on voit vraiment que les mecs, c'est du haut niveau, quoi. Mais il y a quand même, tu sens le côté des strates. Voilà. Et tout est processé, tout est clair, et en fait, il y a des matrices, alors on appelle ça RASCI, responsable, accountable, donc c'est celui... c'est le responsable. Voilà. Le consultant et l'informé. Le consultant et celui qui est informé, exactement. Et du coup, on sait où on en est, à quel endroit du processus, etc. Et du coup, c'est facile de se dire, ok, ça, je suis responsable parce que j'ai les compétences, j'ai déjà fait, machin, je maîtrise. Ou alors je suis juste consulté, donc je donne juste un avis et puis c'est le problème des autres. Alors que dans la réalité, en fait, dans la réalité entrepreneuriale, en fait, il n'y a pas de... T'es responsable de tout. T'es responsable de tout. On ne sait pas tellement où on en est des fois dans le process là-dedans, quand vous me demandiez, vous avez les trucs et tout, j'ai envie de dire,
Oui, de loin, parce que la réalité, t'as tellement d'informations qui arrivent en fait là-dessus. Et oui, quand tu grandis, c'est indispensable d'avoir des process, parce qu'on est en train de se rendre compte que, comme on grandit aussi, ben, on est en train de, voilà, d'être confronté. Tu peux pas être super rapide et faire les trucs comme ça non plus. Ça va un temps. T'es obligé de mettre en place des process petit à petit pour pouvoir justement avancer là-dessus, quoi. Pour industrialiser, pour faire en sorte Exactement, et de pour se structurer. grandir, ouais, se C'est structurer. facile pour déléguer aussi. Et même pour le recruter. Pour recruter quelqu'un, il a besoin, justement, comme cette personne recrutée sera salariée, elle a besoin d'avoir des processus et des choses comme ça. Exactement. Et tu peux pas aller, et ça c'est une erreur aussi, vraiment de ne pas faire, que je vois beaucoup, penser que les gens qu'on va recruter vont avoir le même état d'esprit que toi et vont être en même mode entrepreneurial que toi. Non, ce sont des salariés, ce sont des gens qui viennent parce qu'ils ont des compétences et que tu les accueilles au sein de ton entreprise et quelque part ils te font l'honneur de venir chez toi et de travailler pour toi. Et Je peux pas tout exiger non plus. tu peux pas exiger, tu peux pas exiger des responsabilités d'un chef d'entreprise, d'un employé. Et j'entends beaucoup ça en fait, où les gens disent ah ouais, il bosse pas 12 heures et tout. Ben non, il y a un cadre légal et que c'est comme ça et que lui à côté, ben, il a besoin de son travail parce qu'il a d'autres choses à s'occuper et que c'est pas sa vie, tout simplement. Et ça, faut le respecter, il faut l'entendre. Donc bon, il y en a beaucoup qui l'entendent pas trop, mais bon, c'est un autre débat. Waouh, bon, ça a été très riche. On va s'arrêter là. Merci beaucoup. Ben, merci François. à vous surtout. C'était très intéressant. Moi, j'aurais bien aimé te poser une dernière petite question. Et plaisir. Est-ce que tu peux nous dire comment on peut te trouver? Des Alors, réseaux sur sociaux, LinkedIn. des sites web, Alors, là, aujourd'hui, vous avez nextcard.fr qui est sorti, donc vous le retrouvez effectivement sur le nouveau site web qu'on a mis en ligne. À titre perso, vous me retrouvez sur LinkedIn principalement. Et après, pour ceux qui sont intéressés, j'ai un TikTok et un Instagram, mais ça, c'est plus le côté musical et artistique de l'autre côté pour ceux qui souhaitent aller voir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu veux dire le mot de la fin? Bah, non, à part merci. Merci pour cette interview ce podcast. Et puis, hâte d'écouter ce que ça donnera. Merci On a François. aussi. Merci. Merci.